Bonjour tout le monde, bienvenue à cette visioconférence qui est consacrée à la télémédecine. Alors je m'appelle Michael Hughes, Michael Hugues pour les francophones, et je suis responsable de l'AFD 69, Association française des diabétiques, pour le département du Rhône. Alors la télémédecine est un vaste sujet qui est un peu tendance pour l'instant et qui est maintenant bien encadré par une série de dispositions légales. Alors avant de continuer, je voudrais vous présenter nos invités et on va faire un petit tour de table. Alors bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 19 ans, je suis diabétique de type 1, diagnostiquée il y a 6 mois, et récemment je viens de passer sous pompe à insuline. Bonjour, je m'appelle Françoise, j'ai 65 ans, je suis DT1 multi-injection, je suis équilibrée et je n'utilise pas de logiciel de gestion pour l'instant. Bonjour, je suis Charles Tivolet, je suis diabétologue, chef de service à l'hôpital Lyon-Sud et donc habitué à voir un certain nombre de diabétiques. Monsieur Tivolet, pourquoi se dirige-t-on de plus en plus vers des systèmes de télésuivi, des systèmes de télémédecine où on travaille à distance ? Bon, je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'explications. Tout d'abord, il y a une évolution importante dans la technologie. Il y a des systèmes maintenant qui délivrent l'insuline de façon automatisée et il faut récupérer un certain nombre de données, pas toujours facilement, mais qui permettraient, par cette télémédecine, d'avoir plus d'informations à distance. De plus, il y a des systèmes de mesure continue de la glycémie avec un nombre de valeurs numériques à traiter très important et il faut pouvoir aider là aussi les diabétiques à distance. Enfin, il y a la problématique tout à fait d'organisation, c'est qu'il est impossible d'assurer un suivi aussi important en consultation parce que les délais sont assez importants et il faut pouvoir être beaucoup plus réactif dans le traitement de cette maladie. Maëva, est-ce que vous utilisez des dispositifs qui permettent de consigner, d'enregistrer les valeurs de la glycémie, l'activité que vous faites, etc. Est-ce que vous utilisez ces systèmes ? Alors oui, d'une certaine manière, je dispose d'un lecteur de glycémie en continu, donc qui mesure ma glycémie, donc qui a virtuellement ma glycémie tout le temps. Et donc il enregistre et comme j'ai une pompe, elle aussi enregistre en permanence la quantité d'insuline qu'elle me délivre et je peux inscrire dans les deux des informations sur mon activité afin de le lier aux informations. Par exemple, pour ma glycémie, si on voit qu'il y a un pic à un moment et qu'on voit que j'ai fait du sport, on sait que c'est pour ça, etc. Donc je peux mettre toutes ces informations ensemble et je dispose d'un logiciel qui me permet de récupérer les informations donc de mon lecteur et de ma pompe, de les mettre ensemble, de les communiquer sur le cloud, et je peux aussi permettre à l'hôpital de récupérer ces mêmes données, notamment pour qu'ils puissent y avoir accès. Eh bien, Françoise, vous, êtes-vous adepte de ces dispositifs de contrôle, de mesure, d'enregistrement ? Oui, aujourd'hui, j'utilise encore le mode papier, ce qui paraît archaïque à notre génération, surtout que je suis très informatisée en plus à la maison. Mais c'est vrai qu'au vu des avancées, ça fait déjà quelque temps que je réfléchis à éventuellement passer à la pompe et donc à tous ces systèmes plus ou moins d'aide, parce que pour moi c'est vrai que c'est très difficile avant de me piquer, puisque je suis sur multi-injection, je regarde comment je me suis comportée en fonction de ce que j'ai mangé, mais aussi des événements, si j'ai une activité, si j'ai eu du stress et tout ça. Donc ça devient très compliqué et je pense que cette nouvelle avancée me permettra de me faciliter certainement le traitement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient une sacrée contrainte pour moi. Pourtant, je suis très équilibrée. Oui, voilà. Puisque je suis à 7,1, enfin très. Je suis relativement équilibrée, puisque je me gère quand même toute seule. Et j'arrive, la dernière mesure qui est de la semaine passée, j'étais à 7 en hémoglobine liquide. Monsieur Tivolet, vous connaissez de nombreux patients. Alors, il y en a qui sont adeptes de ces dispositifs, d'autres plus réservés. Est-ce que ça a une incidence sur leur équilibre ?
Moi, il me semble que l'important dans cette maladie chronique, c'est d'être en paix avec son diabète et de trouver les moyens d'avoir une vie de tous les jours la plus meilleure possible. Donc, il faut que l'information, on puisse la traiter. Il ne faut pas qu'elle soit source de stress ou d'inquiétude ou d'incompréhension. La technologie, c'est bien si on la maîtrise, ou du moins si ça sert d'une base de dialogue avec les professionnels de santé. D'où l'intérêt de cette télémédecine, c'est de pouvoir être dans l'accompagnement, dans le conseil, de façon à améliorer l'équilibre général. Donc il n'y a pas, je pense, après toutes ces années de perte de chance, si jamais on n'est pas dans des outils extrêmement fins dans la mesure de l'analyse du diabète, mais je pense qu'il y a un besoin de pouvoir intégrer ces évolutions qui sont normales dans une bonne gestion de la maladie, et donc il faut garder un facteur humain à côté de la technologie. Mais ça reste des outils. Ce n'est qu'un outil, il faut pouvoir se dire, en attendant le pancréas artificiel qui va gérer automatiquement toutes ces données, c'est un outil qui doit servir de base au dialogue entre le patient et le professionnel de santé. Parler de pancréas artificiel, c'est une boucle fermée. C'est derrière la porte. C'est plus que derrière la porte. Disons qu'on a les premiers patients qui sont équipés dans des cadres de protocole. Donc on a ici 4 patients qui sont équipés actuellement depuis un mois. C'est vrai qu'on est dans la première génération. C'est comment intégrer les données de glycémie continue dans un algorithme qui permet de piloter une pompe. Alors ça paraît merveilleux, on se dit on n'a plus rien à faire, c'est un peu plus compliqué, il faut quand même toujours annoncer ses repas, il faut toujours annoncer son activité physique, donc pour l'instant il manque beaucoup de capteurs pour appréhender le quotidien, mais on est dans un mouvement qui va s'accélérer. C'est quelque chose qui vous branche l'une comme l'autre, d'avoir un dispositif qui automatiserait en quelque sorte une bonne partie de la gestion de votre diabète ? Tout à fait. Je pense que c'est le rêve. Notre objectif, ça serait de reprendre une vie comme on avait avant. Mais on sait très bien que pour l'instant, c'est encore pas au point. Et moi, ce que je voudrais pas, c'était une bête d'hôpital, c'est-à-dire d'être sans arrêt à l'hôpital pour faire des réglages. Et c'est ce qui jusqu'à présent m'a un peu freinée. Et vous, Maïva ? C'est vrai que le principe du diabète, c'est que notre pancréas ne fonctionne pas, donc on est obligé de imiter ce fonctionnement manuellement. Donc c'est sûr que c'est une charge en plus en permanence, donc moins on a à en faire, mieux c'est. On va pas se mentir. Et c'est vrai que oui, tout ce concept déjà de pouvoir laisser en dehors de indiquer les repas et autres, c'est vrai que ce serait déjà pas mal. Et puis en plus justement avec la télémédecine, on peut justement faire des réglages, pas forcément en ayant besoin d'aller à l'hôpital, il y a aussi ça pour ce genre de choses qui est bien. Et quelle est l'importance dans ce contexte où on améliore les outils d'avoir une relation directe avec les patients ? Moi, je pense que la relation, c'est fondamental parce qu'on est souvent un peu isolé lorsqu'on est diabétique par rapport à sa maladie. L'entourage est une aide, mais disons qu'on a des interrogations. On se dit mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait eu ce mouvement dans la glycémie, etc. Donc c'est important d'en discuter. Je relevais tout à l'heure, madame, que vous aviez un carnet avec peut-être une case commentaire ou que vous remplissez en disant voilà ce qui s'est passé, de façon à comprendre les choses. Le problème de l'informatique, c'est que c'est difficile de mettre toujours des commentaires et c'est bien de pouvoir discuter sur des chiffres parce que les chiffres, ce ne sont que des chiffres. Il faut pouvoir traduire le chiffre en mode de vie. Donc le dialogue est important et je crois que le facteur humain restera indispensable. Tout à fait, oui. Monsieur Thivolet, vous pilotez un projet de télésuivi de patients qui a été retenu par l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes-Auvergne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le principe de ce projet ? C'est plus qu'un projet, c'est une réalité. C'est le suivi de patients sous pompe de façon un petit peu plus structurée, avec l'aide d'une infirmière de télésuivi qui permet d'une part de prendre des nouvelles des patients
à leur domicile, et d'autre part de faire vivre un système de pilotage informatique des données entre le domicile des patients et puis l'hôpital. Je vous propose qu'on écoute votre infirmière coordinatrice qui va nous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement de ces dispositifs. Paradis, ça fonctionne grâce à une interface sur Internet. Donc, il faut aller sur MyHCL. Sur MyHCL, il y a une petite icône qui s'appelle Suivi Pompe. Quand on clique sur Suivi Pompe, à ce moment-là, on a plusieurs indicateurs. Soit le patient a la possibilité de répondre à un quiz, soit de rentrer ses moyennes glycémiques, soit une hémoglobine glyquée, ou bien encore me poser une question directement grâce à mon quotidien avec ma pompe. Et le dispositif, est-ce qu'il permet de faire autre chose que rentrer ces valeurs ? Alors oui, ça permet d'intervenir parce qu'en plus d'assurer un télésuivi, ça permet aussi une téléassistance. Grâce aux questions que les patients peuvent me poser régulièrement, grâce à l'interface de MyHCL, en cliquant sur Suivi Pompe et en allant dans mon quotidien avec ma pompe. Ça veut dire que si un patient a un problème technique par exemple, ou quelque chose qu'il ne comprend pas, il envoie en quelque sorte un message, une question par ce biais-là. Tout à fait. Et quand ça arrive chez vous, vous faites quoi ? Quand ça arrive chez moi, donc je vais régulièrement vérifier si j'ai des retours ou pas des patients. Ensuite, je réponds au mieux à la question, soit par un retour de mail, soit en rappelant le patient. Et puis effectivement, on essaye de trouver une solution aux difficultés rencontrées. Et si ça demande l'intervention d'un médecin ? Alors, dans ce cas-là, moi, effectivement, je réponds uniquement dans la mesure de mes compétences, qui sont celles d'une infirmière. Si jamais je peux pas répondre, j'ai au moins les éléments des questionnements des patients et ensuite je revois le médecin et je peux lui parler régulièrement des difficultés rencontrées. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, le médecin, soit effectivement par retour de mail, peut m'envoyer l'information en me disant effectivement voilà la conduite à tenir, soit il préfère parfois lui-même appeler le patient en lui disant effectivement voilà l'infirmière m'a parlé de telle et telle difficulté rencontrée, on va évoquer les choses ensemble. Parfois, certains médecins ont pu organiser aussi après des rendez-vous via Skype avec les patients pour mettre les choses au point, ou sinon aussi des rendez-vous en consultation sur leur plage d'urgence en cas de nécessité. Comment les patients sont-ils entrés dans le dispositif ? Alors, les patients sont entrés lorsqu'ils sont venus pour la première fois pour leur mise sous pompe dans le centre initiateur. Quand ils viennent, systématiquement, ils sont vus donc, par moi-même, mes collègues évidemment qui font l'éducation, mais aussi par moi. Et du coup, je leur présente Paradis avec MyHCL. Et à ce moment-là, je leur explique comment on va pouvoir fonctionner ensemble et comment ils pourront me transmettre leurs informations. Aujourd'hui, vous suivez à peu près combien de patients ? Environ 400 patients. 400 patients. Et ça vous fait des contacts, beaucoup de contacts chaque jour quand même ? Oui, tout à fait. J'ai des contacts assez réguliers. Ça peut aller aussi simplement du contact téléphonique ou ça peut aller du simple mail ou bien ça peut aussi effectivement passer par tout ce qui est télésuivi. Maëva, vous allez rentrer dans ce dispositif. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, le professeur Thivolet disait tout à l'heure qu'effectivement, des fois, on se sent un peu seul dans cette maladie parce que, avec le diabète, en fait, comme on est en automédication, on a beau avoir des check-ups tous les 3 mois. Voilà, il y a des moments où on est seul de face à son traitement et c'est vrai que ce dispositif qui permet donc de facilement avoir des contacts avec l'infirmière, justement, voilà, avoir quelqu'un, on sait qu'il y a quelqu'un à qui on pourra avoir un contact rapidement en cas de souci, c'est bien, surtout qu'avec la pompe. On disait voilà, le risque c'est que s'il y a un souci avec la pompe, très vite on peut faire des hyperglycémies, voilà, donc il faut vraiment qu'on ait du contact. Donc c'est vrai que oui, c'est vraiment bien que ça ait été mis en place. Et puis aussi, il peut toujours avoir des questions, des choses auxquelles pendant la mise sous pompe à l'hôpital, on n'a pas forcément pensé, et que sur le moment, on se rend compte que voilà, on a une question, et ben c'est bien de pouvoir avoir une réponse rapidement, et pas d'attendre le prochain rendez-vous dans 1 mois et demi, 2 mois. Françoise, ça vous séduit ? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me sens seule, oui et non. Parce que c'est pour ça que j'ai intégré aussi la FD 69, parce que je me suis retrouvée avec des gens qui étaient aussi diabétiques, et pour la plupart du conseil d'administration des T1. Mais je me sens pas vraiment seule, parce que j'ai un généraliste qui est très proche et qui s'occupe bien de moi. C'est vrai que
j'ai pas ce sentiment de solitude. Alors peut-être aussi parce qu'il y a de nombreuses années maintenant que je le gère et que j'ai appris à bien me connaître. Mais c'est vrai que le système me séduit énormément parce que je pense qu'il y a un contact humain pour aider que je n'ai pas actuellement, puisque je dirais que c'est moi qui me prends en charge actuellement complètement. Monsieur Tivoli, est-ce qu'il n'y a pas un certain danger quand, comme explique très bien Françoise, quand on se prend en charge, est-ce que progressivement on ne fait pas des dérives comme ça de proche en proche est-ce que c'est des phénomènes que vous rencontrez? La notion de dérive est peut-être un terme assez fort. Je pense qu'il est important, comme je l'indiquais, de garder une bonne qualité de vie dans le quotidien. Donc, la sensation de bien-être et le fait de pouvoir réaliser des choses intéressantes est prioritaire. Maintenant, comment le traitement doit être ajusté? Il faut se méfier des sensations. C'est-à-dire que les sensations évoluent au cours du temps et au cours des années du diabète. Donc on peut se dire, bah tiens, tout va bien, alors que en fait les analyses de glycémie ou les analyses de données de capteurs, par exemple, indiquent qu'il y a une forme de fluctuation. Et c'est là où il faut arriver à réconcilier les chiffres et les sensations. Se dire, on est dans la bonne direction, tout va bien, la tendance est bonne et on se rassure. Donc on peut très bien piloter les choses avec ses acquis, mais peut-être il y a quelquefois nécessité de faire réconcilier sensations, vécues et données de mesure du diabète. Tout à fait, oui. Parce que nous avons tendance à vouloir que les patients soient acteurs de leur santé, qu'ils la prennent en main, qu'ils la prennent en charge, et que, comme expliquait très bien Maëva, elle veut comprendre, elle veut faire, elle veut gérer au mieux, etc. Donc, est-ce que dans le cadre d'un télésuivi, on ne risque pas à un moment donné de dépersonnaliser, en quelque sorte? Il vous est techniquement possible d'avoir un contact direct, que ce soit par vidéo ou par son, ce sont des choses que vous pouvez faire. Oui, on peut le faire, on est au tout début. Je pense qu'en 30 ans de vie professionnelle, on a vu quand même des évolutions dans le suivi des diabétiques. Auparavant, on était avec une prescription très verticale, c'est-à-dire qu'on donne des doses et puis on ne change rien et puis il y a une forme d'exécution d'un protocole. Ensuite, on a introduit fortement cette liberté parce qu'au quotidien, c'est quand même le diabétique qui pilote son traitement. Donc cette autonomie me paraît absolument indispensable dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Bon. Maintenant, cette notion d'assistance et de télésuivi, il faut donc encore une fois garder un facteur de contact, la visioconférence, la possibilité de voir la personne, de voir son émotion, sa façon de réagir est absolument indispensable, plutôt que d'envoyer un message un peu austère en disant ça monte, ça baisse, voilà ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut garder un facteur humain dans cette télémédecine. François, vous êtes diabétique depuis relativement longtemps. 16 ans. Est-ce qu'en 16 ans, vous avez vu évoluer les pratiques et les relations avec les soignants? Je dirais oui et non. Parce que, bon, avec le diabétologue, oui, certes, mais avec le généraliste, souvent, il me dit tu m'en apprends. C'est une maladie qu'en fait, on s'aperçoit que très peu ne connaissent ou ne comprennent surtout. Donc, mais c'est vrai que les méthodes ont beaucoup évolué et aujourd'hui, je n'étais pas rentrée dans ce système pour des raisons personnelles, professionnelles, je dirais, parce que je ne voulais pas être dépendante d'une machine. Et esthétiquement, déjà, pour commencer, c'était plus... mais si, ça a beaucoup évolué et maintenant, la technologie qui est actuellement mise en place me séduit fortement. Donc, j'y viendrai très, très prochainement. Oui. Je pense qu'en plus, il y a une ergonomie dans les dispositifs qui s'est quand même grandement améliorée. Il y a des dispositifs qui sont discrets, qui ne se remarquent pas. Oui, parce que moi qui étais toujours en tailleur, robe très près du corps, par ma profession, c'est vrai que cette machine me contrariait, ne me plaisait pas. Et je voulais pas que les gens s'apitoient sur mon sort parce que ça ne les regardait pas et c'était mon affaire à moi, c'était à moi de le gérer. Ça va impliquer
de faire transiter pas mal d'informations, pas mal de données. Qu'en est-il de ces données? Sont-elles sûres? Sont-elles ouvertes à tout le monde? Expliquez-moi un petit peu comment ce que vous en faites en quelque sorte, ou comment elles sont verrouillées. Je crois que la sécurisation des données est absolument indispensable. Alors, on n'est pas de l'ordre du secret bancaire, mais enfin, tout comme. C'est-à-dire que les données de santé sont extrêmement sensibles parce que c'est la vie privée. Donc, on a, en ce qui nous concerne, un système qui est quand même relativement bien verrouillé. On a un système d'échange, dans le cas des hospices civils, ça s'appelle MyHCL, donc c'est un système qui est avec des codes d'accès, etc. Et on ne peut pas avoir normalement un accès facile à toutes ces données, en dehors de vraiment professionnels qui essayent de nuire, mais justement, on essaye de se protéger par rapport à ça, et on a des données qui sont complètement sécurisées. Dans les échanges que l'on a avec les patients, tout ça se rattache à notre dossier médical, qui lui aussi est sécurisé. Donc, de ce point de vue-là, on est relativement confiant. Maëva, vous qui, je crois, travaillez dans l'univers informatique, ça vous rassure? Oui, de toute façon, avec le secret professionnel, de toute façon, c'est obligé. Enfin, ce genre de dispositif, pour qu'ils soient validés, ils sont obligés. Et pour avoir testé justement la plateforme MyHCL, où il y a en fait, une authentification double, c'est-à-dire qu'on a un mot de passe plus un SMS qui est envoyé au téléphone, et ça, c'est un système qui est très sécurisé, parce que généralement, voilà, il faudrait que la personne ait le mot de passe et le téléphone, et ça, généralement, c'est pas mal. Donc, effectivement, oui, moi, je suis assez confiante pour les données. Tout ça. On peut dire que c'est un enjeu maintenant à l'échelon industriel, c'est-à-dire que tous les fournisseurs de pompes ou de dispositifs de mesure continue de la glycémie ont été informés de la possibilité de piratage de leur système. Il y a même maintenant des diabétiques spécialisés dans le monde informatique qui testent les nouveaux systèmes de façon à déterminer dans quelle mesure on ne peut pas, à distance, piloter une pompe ou piloter quoi que ce soit ou récupérer des données. Donc c'est devenu un enjeu extrêmement important dans le monde du diabète et des nouveaux dispositifs. Maëva, après toutes ces discussions, un petit mot de conclusion? Je dirais que c'est vrai, enfin, je trouve que c'est vraiment une bonne chose que toutes les avancées technologiques puissent faciliter la vie des personnes qui ont des maladies chroniques, notamment le diabète. Déjà parce que moi ça m'arrange bien. Et puis voilà, parce que on avance au fur et à mesure, on découvre toujours des nouvelles choses dans la technologie, on fait des mécanismes plus petits, des batteries qui durent plus longtemps, et si ça peut vraiment aider à faciliter la vie des gens, c'est génial. Il y a d'autres évolutions technologiques, on parlait de la boucle fermée, du pancréas artificiel. Je crois qu'on oppose toujours dans le traitement futur du diabète l'aspect technologique, c'est-à-dire donc les systèmes automatisés, et puis l'aspect biologique, parce que finalement, un pancréas, c'est un ensemble de cellules, et si on avait la possibilité facilement d'avoir un remplacement des cellules manquantes, on aurait quelque chose de beaucoup plus physiologique. C'est donc la thérapie cellulaire. Alors on a beaucoup progressé dans la connaissance des cellules, les cellules souches, les choses comme ça. On a la greffe d'îlot, on a les greffes de pancréas, mais on voit qu'on a encore beaucoup de progrès à faire par rapport à la connaissance, d'une part, de la possibilité d'avoir un matériel de cellules suffisant pour remplacer ce qui manque, dans un volume compatible avec une forme de traitement courant, et d'autre part, mieux comprendre les mécanismes à l'origine du diabète, de façon à prévenir une éventuelle récidive de cette maladie auto-immune sur les nouvelles cellules implantées. Donc on voit que la technologie est actuellement très en avance maintenant, on voit les pompes, boucles fermées, etc. Mais il faut garder un espace pour cette thérapie cellulaire qui reste quand même l'avancée ultime qu'on attend pour éviter d'avoir des dispositifs extérieurs, des systèmes comme ça. Ça serait quand même une avancée majeure. Françoise? Moi, ce projet Paradis me séduit énormément. Alors, c'est vrai que j'étais encore à l'âge de pierre, si on y va par là. Mais c'est contrario, comme j'étais équilibrée, je me suis jamais vraiment posé la question à aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc, je pense que ce système rentre bien dans ma vision des choses actuellement.
Et je pense que pour les années futures, ça nous facilitera grandement la peine. Et ce suivi et cette communication selon nos besoins, je pense qu'il est primordial parce qu'on a besoin quand même d'un contact et d'être toujours... le côté humain est primordial, je crois, dans la gestion de notre maladie. Professeur Thivolet, est-ce que le projet Paradis est amené à être élargi à d'autres patients? Les types 2, par exemple, ou les femmes enceintes, ou y a-t-il... Bon, en fait, votre question, c'est le paradis et après. Je pense que là, il y a certainement des besoins, cette communication, le diabète gestationnel, donc le diabète en fin de grossesse pour certaines personnes, le diabète de type 2 avec donc la nécessité de contrôler des problématiques autour de l'activité physique ou de l'alimentation. Tout ça se regroupe dans les efforts qui ont été faits autour de l'organisation de la télémédecine. Et je pense que, bien sûr, les évolutions dans les tarifications pour les actes de télémédecine vont permettre d'ouvrir ce système de suivi à d'autres types de pathologies. Donc je crois que là, on est au tout début d'une nouvelle forme d'organisation des soins. Et donc on va aboutir à ce qu'on appelle le parcours numérique du diabétique, et donc on va pouvoir peut-être avancer dans les modes d'organisation. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette initiative, cette conférence qui est une première pour nous à l'AFD 69, de faire ce type de communication. Et je vous engage à aller voir sur le site de l'AFD d'autres formes de communication relatives au diabète. Merci beaucoup.